Je tiens à remercier vraiment le Musée de l'Homme pour vraiment avoir été partenaire sur cette célébration. L'ambassade américaine aussi, qui est vraiment depuis plus de 15 ans un soutien de poids dans le collectif James Baldwin. On va faire une pause musicale avant le débat pour un peu redescendre. C'est un musicien exceptionnel que je voudrais vous présenter. Je ne vais pas m'appesantir. Sébastien, si tu pouvais arranger les... Merci. Il s'appelle Mario Rui Silva. Il est natif de Luanda, en Angola. Il s'est initié très jeune à la guitare aux côtés de sa sœur avant d'intégrer le groupe Os Jovens dans les années 60 et il se rendra à Lisbonne en 70 pour poursuivre des études et fréquenter la Rua da Paz, la rue de la paix, devenue une sorte de grande université où se côtoient les jeunes progressistes portugais qui sont opposés à la dictature de Salazar et les expatriés d'outre-mer. De retour à Luanda, Mario se lie d'amitié à Liceu Vieira Dias, qui est Liceu Vieira Dias. C'est un des plus grands maîtres de la musique populaire angolaise, qui a vraiment, sans lui, si vous voulez, dans ce quartier de Luanda qui a une musique très particulière, il a été un des fondateurs du genre de la musique du Luanda. Et c'est aussi un intellectuel et militant anticolonial. Mario consacrera 10 années de recherche à l'œuvre de celui qui fut son mentor et maître à penser. Pendant 10 années, l'homme que vous allez voir, comme pour un maître, est allé visiter ce voisin tous les jours pour apprendre sa technique de guitare. Parce que Liceu Vieira Dias avait un style de musique où il retranscrivait dans sa guitare des rythmes traditionnels africains. La diffusion de la langue et de la culture Kimbundu, la culture de la région du Luanda, lui est très chère, si bien que Mario a enregistré des disques exceptionnels qui retranscrivent vraiment à la note près le style de son maître. Et il a également publié une grammaire comparative du portugais Kimbundu. Si vous voulez avoir des renseignements, comment disposer de ces CD, de ces livres, allez sur le collectif, on vous donnera tous les éléments. Donc voilà, je vais vous laisser en sa compagnie et je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci.
Choqué, calubolo, choqué, calubolo, choqué, calubolo, choqué, calubolo, welele, welelelelele, welele, welelelelele, 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 Oui, alors on va passer à la partie débat. Waouh! On va passer à la partie débat qui durera environ une demi-heure. On ne peut pas plus longtemps à cause du timing. Il faut qu'on ait quitté la salle à 17h45 parce que le lieu se ferme à 18h. Mais on va avoir une discussion intense qui va se faire comme ceci. 15 minutes de conversation avec Karen et la modératrice Éléonore Bassop. Et ensuite, quelques questions dans la salle. Si vous voulez en avoir un peu plus, sachez que demain, à 11h, il y aura le film I Am Not Your Negro, auquel vous êtes bien sûr conviés. Et une autre séance à 14h30, suivie chacun d'un débat. Voilà. On va placer les sièges et on y est. Le débat sera suivi d'une scène de la première pièce de James Baldwin, Le Coin des Amen, une pièce qu'il a écrite quand il était en séjour à Paris de 48 à 57. La pièce date de 54. C'est une pièce, c'est un peu, si vous voulez, pour ceux qui ont lu Go Tell It on the Mountain et la conversion, le pendant de Go Tell It on the Mountain. C'est le même univers, mais mis
en adaptation scénique. Gladys Arnaud et Adrien Edouard nous feront le plaisir de jouer la confrontation finale entre sœur Margaret et son fils. Je vous en dirai un peu plus après le débat. Et on finira la soirée par un rappeur avec qui on collabore depuis tant d'années, Rossé, une vraie plume du rap en France. Voilà. Donc, je vous laisse et je m'assois. Anthony, est-ce que les micros peuvent... Non, mais ça va aller. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Ça semble marcher. Ça marche. Donc, on va entrer de jeu, commencer le débat sans vraiment, puisque tu as tout dit, Samuel. Donc, tout de suite, je vais... Oui, voilà, je vais poser ma première question. Voilà, je vais poser ma première question à Karen. Karen, ce film, donc des Price of the Ticket, dont je rappelle effectivement, donc qui est le titre d'un recueil d'essais de James Baldwin et qui est paru en 1985, des Price of the Ticket. Donc, ce film débute avec les obsèques de James Baldwin. Mais avant de parler des obsèques de James Baldwin, je voudrais que tu nous expliques comment tu as fait ce film. Pourquoi ce film? Qu'est-ce qui comment est-ce que tu as décidé? À quel moment est-ce que tu as décidé de faire ce film? D'abord, merci beaucoup. Merci à tous. Ce n'est pas le film que je voulais faire. Oui. C'est au contraire, je travaillais avec James Baldwin. J'avais une chance inouïe. Je l'ai découvert à l'université et puis plus tard, je travaillais dans une compagnie de films qui faisait des films cinéma vérité. Et on cherche à trouver quelqu'un d'intéressant à suivre avec une équipe de cinéma et voir ce qui s'ensuit. Et en fait, on a suggéré Baldwin comme sujet. Je l'ai contacté, je l'ai trouvé. Il était en train d'enseigner à l'époque aux États-Unis et l'autre partie du temps, il vivait en France. Mais il a dit « Ah, quand même, ça m'intéresse » parce que il avait écrit, par exemple, dans le Chronique du pays natal, qu'il voulait être cinéaste. Enfin, tout ce qu'il voulait, c'est avoir une caméra, un appareil 16 mm. Il a écrit. En plus, il a écrit plusieurs scénarios. Et le cinéma, le film, il a écrit Le Devil Finds Work, Absolument. qui est le titre, dans le titre. Il n'existe pas en français, le livre. Non, il n'a jamais été traduit. C'est un livre de critique de films, y compris Bergman et plein d'autres. Et donc, le cinéma pour lui était important. Et quand il a su qu'on allait lui donner vraiment le droit de faire ce film, de créer un film lui-même, nous, on sera l'équipe qui le suivra, mais lui, il gérait. Voilà ce qu'il allait faire. Et c'est plus important que le film que vous venez de voir, dans un sens, pour vous dire ça, parce que c'est le thème central de Baldwin. Il voulait recréer une sorte de mémoire de sa vie pendant le droit de mouvement des droits civiques. Et il voulait revisiter ses amis, grands amis, créés pendant ce mouvement, Martin Luther King, Malcolm X et aussi Medgar Evers. Et en plus, par-dessus de ça, il voulait interviewer 3 enfants de ces grands hommes. Ils avaient connu ces enfants en tant qu'enfants, il les a gardés sur ses genoux, il les a vus grandir à peu près dans les années 85-86. Ces 3 enfants, la fille de Malcolm X, le fils de Martin Luther King et le fils de Medgar Evers, avaient à peu près une vingtaine d'années et on allait les interviewer, nous, en train de tourner. James Baldwin en train de poser la première question qu'il allait poser, et c'est ça qui est important, est-ce que ça valait la peine que votre père soit assassiné? Et on n'a jamais pu tourner ça. Il n'a jamais fait ces interviews, on n'avait jamais fait ce film parce que Jimmy est tombé malade dans l'été de 87, et en fait, il est mort le 1er décembre 97. Et donc... 87. Pardon, oui. 87. Pardon. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce film débute par les obsèques de James Baldwin dans la cathédrale de Saint John the Divine de Harlem, le 8 décembre 1987. Ces obsèques, c'est donc une sorte de retour à la maison, c'est-à-dire à Harlem, où il est né. C'est aussi un retour à la maison église,
qu'il avait quitté il y a longtemps. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Daniela Ferrière nous en a parlé, son rapport à la religion. Il a été très tôt prédicateur, à 14 ans, entre l'âge de 14 ans et de 17 ans. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler l'un et l'autre la portée de la religion dans l'œuvre baldwinienne? L'importance de la religion, alors que ce soit dans ses prêches, dans ses interventions, mais également dans ses écrits? Oui. Je vais faire vite, juste pour dire que quand on regarde le film, souvent au début, on s'interroge, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Baldwin, ses croix en or et ses robes blanches et tout ça? Et en fait, c'était une église où il a prêché lui-même. C'est une église qui est importante à sa famille. C'est une église progressive et c'était une grande église et il va aller avoir beaucoup de monde. Mais la religion qu'il a connue, c'est surtout dans des petites églises de Harlem et peut-être tu veux en parler. Oui, les églises, les Storefront Church, qui sont les églises improvisées à Harlem. Une boutique était désaffectée, on passait un coup de peinture, on mettait quelques bancs, quelques chaises, on mettait une croix et ça faisait une église dans Harlem. Et Baldwin, il a connu ça beaucoup dans Harlem, notamment parce que son père est venu du Sud. Il faut se rappeler que Baldwin fait partie de la première génération de Noirs à naître dans les villes du Nord. Et donc, son père était un prédicateur qui avait eu une heure de gloire dans le Sud. Il s'est passé certainement certaines choses, comme beaucoup de Noirs à cette époque, puisque le père faisait partie de cette migration des 500 000 Noirs qui ont rejoint le Sud vers le Nord dans les années de guerre, de Première Guerre et après-guerre. Le père de Baldwin était très âgé. Il devait, je ne sais pas avoir quel âge, mais il était déjà très âgé quand il s'est marié avec la mère de Jimmy et il lui a fait 9 enfants. Oui, ça ne l'a pas empêché de faire 9 enfants. Il lui a fait 9 enfants et Baldwin apprendra à l'âge de 17 ans qu'il n'est pas le fils de cet homme qu'il appelle son père depuis 17 ans. Très tardivement. Très tardivement. Donc ce rapport avec son père est très important parce que son père est un homme, comme on verra dans la pièce Le Coin des Amens, ça tombe bien parce que Sœur Margaret a exactement le même défi. Oui. Cet homme qui s'est enfermé au fond de lui-même parce qu'il a un dépit. Alors qu'est-ce qu'il a connu dans le Sud? On ne le saura jamais. Mais dans le Nord, il a pas arrêté de descendre de plus en plus. Il était usinier, petit ouvrier d'usine et apparemment il a subi vraiment la discrimination au point où il l'était d'une amertume incroyable. Et comme il ne pouvait pas la projeter sur le maître ou enfin sur le patron, il la projetait sur sa famille, les frères et sœurs. Mais c'était mêlé cette colère avec une sorte de colère divine qu'on voit très bien dans ton film. Ça veut dire j'espère que Dieu va arriver et va les balayer. Donc il y avait une sorte d'amertume profonde et Baldwin est né là-dedans. Et une revanche espérée. Et voilà, une revanche. Et toutes les églises de Harlem étaient des refuges de gens qui étaient oppressés par la vie et qui se protégeaient et qui étaient complètement peureux de vivre leur vie. Et Baldwin, naissant là-dedans, au début, il a résisté. Et le temps étant, il l'a plongé dans l'église un refuge pour comme lui, une sorte un refuge pour lui, parce qu'il avait toute sa sexualité d'adolescent qui arrivait, et en même temps de savoir que cette religion, eh bien, ça va être une arme contre son père. Absolument. Alors le père, justement, c'est un autre thème central de l'œuvre de Baldwin, c'est la figure du père. On le voit bien dans son premier roman Go Tell It on the Mountain. Ce père, donc en fait, c'est les rapports difficiles, les rapports oedipiens. Alors nous en avons tous plus ou moins, mais c'était très présent chez Baldwin. Ce rapport donc oedipien à ses pères successifs, parce qu'il en a eu plusieurs, que ce soit le père biologique qu'il n'a pas connu, qu'il n'a jamais connu, que ce soit le beau-père dont tu viens de parler, David Baldwin, donc prédicateur intransigeant et rigide, ou que ce soit Richard White, qui a été son père d'écriture et qui l'a quelque peu assassiné dans un essai qui s'appelle Everybody's Protest Novel. Donc, il a eu cette relation difficile avec ce père, mais c'est quand même au centre de son écriture aussi. Karen. Oui. D'abord, je vais commencer avec le père. Ce qui m'impressionne, le rapport entre Jimmy et son beau-père est magnifique dans un sens parce qu'il était persécuté par cet homme. Mais en fait,
je crois vraiment, et peut-être on devrait dire que dans le public de la salle, on a Tejan Baldwin, enfin Kerry Smart, c'est un neveu de Jimmy, et je parle de ce que je pense de votre famille. Dis-moi si j'ai tort. Je pense que Jimmy a été très gracieux à appeler ce beau-père père. Il l'a fait dans presque toute son écriture, pas tout à fait, mais presque tout. Oui. Et c'est une forme de respect et d'amour, mais surtout pour ses frères et ses sœurs, que lui, il a élevé presque en tant que père, parce que c'était l'aîné. Il les avait sur son hanche, avec un livre dans la main, et il gardait les enfants, chacun après l'autre, 8 enfants, lui y compris. Mais pour moi, ça me touche beaucoup, cet homme qui avait des problèmes d'esprit, même des problèmes psychologiques au-delà de... Il a fini dans un asile psychiatrique. Voilà. Ouais. Il est mort à l'âge de 19 ans, quand Jimmy avait 19 ans. Oui, Jimmy avait, oui. Mais c'est spécial, cette attitude. Mais ce qui est drôle, c'est un bien grand mot, c'est que Baldwin, j'ai écouté dernièrement une interview qu'il donnait à France Culture quelques mois avant de sa mort, et on lui dit justement, et votre père ? Il a dit, mon père s'appelle David Baldwin. Absolument. L'autre, je ne l'ai pas connu. L'autre, je le considère réellement comme mon père. Il nous a élevés. Et j'étais comme lui. Il disait, et finalement, j'étais comme lui. J'avais cette même rigueur, cette même fierté. Et il m'a appris à garder la tête haute. Ça veut dire que je casse un peu un mythe, parce que c'est très facile, le raccourci. Baldwin détestait son père, il a écrit sur cette haine, cette rage. Pas du tout. Je crois que c'était un désir d'amour. Et puis c'est peut-être aussi une façon d'exorciser ce qu'il a vécu avec ce père qui a quand même été très dur avec lui. Il a été très dur, et il a fallu... par les cris. Absolument. Et il a fallu qu'il passe des années à Paris pour essayer, après la mort de son père, de le comprendre. De se dire, mince, pourquoi il était si dur, d'où il vient. Et à partir du moment où il a réussi à comprendre, il a fait la paix avec ce père. Avec ce père, mais ça ne l'a pas empêché d'être très dur avec Richard Wright, qu'il a accueilli, qu'il a aidé. Il y a eu cette fameuse affaire Richard Wright versus John Baldwin. Il faut dire juste avant de quitter l'Amérique, dans les années 40, quand il était jeune, Jimmy était une sorte de... pour lui, le père était Richard Wright. Absolument. Son père d'écriture. C'était une admiration, un père spirituel, un mentor. Et c'est Richard Wright qui lui a signalé, vous deviez, pour vous sauver, aller en Europe. Et en plus, il l'a aidé à procurer une bourse qu'il a aidé à aller à travers l'océan. Absolument. Et c'est après qu'il est arrivé à Paris. Il a dit, bon, je vais essayer de dire ce que je pense sur papier, voir si je suis un vrai écrivain. Mais ce qu'il a choisi d'écrire était assez dur. Très critique vis-à-vis de Richard Wright. Ça a fait un schisme, mais je veux parler d'une phrase qui existe dans le monde des artistes, dans le monde africain-américain, surtout, on dit only room for one at a time on the top of the mountain. Yeah. Peut-être tu peux... Une seule chose. Mais c'est ce que Chester Himes disait. De toute manière, il n'y a qu'une place. À la fois pour une personne et pour un écrivain noir. À cette époque, Richard Wright était l'écrivain le plus noir, le plus connu du monde, le plus célèbre. Et d'ailleurs, il vient en France à l'invitation du général de Gaulle. 2 ans avant Baldwin, il reçoit, mais lui, il est accueilli. Ça veut dire qu'il est fêté, célébré. Richard Wright a de l'argent, alors que quand Baldwin arrivera en 48, il a 24 ans, il a $40 en poche et il ne connaît aucun mot de français. Mais ce rapport avec Richard Wright est important parce que Richard Wright, à la fois, il lui a permis d'avoir une bourse pour effectivement s'évader plus tard, mais le texte en question qui a fait toute une sorte d'affaire littéraire en 49, Everybody Protest Novel, qui est roman de protestation pour tous, que vous pouvez trouver dans le recueil Chronique d'un pays natal. Oui. En fait, c'est l'acte de libération d'un jeune artiste noir envers l'ancienne génération. Richard Wright vient du Sud, comme son père. Richard Wright a connu la ségrégation et hypersensibilisé à tout ce qui est lynchage, etc. Alors que Baldwin est apparemment comme les Noirs naissant à Paris. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la ségrégation ni la discrimination. Il pourrait s'installer partout et ce n'est pas le cas. Et donc Baldwin, c'est l'enfant qui est grandi après-guerre et qui a envie d'une nouvelle donne. Il n'a pas envie de se marquer par rapport
À l'ancienne version du noir donné, et qui vient en plus du sud, d'un pays qu'il ne connaît pas. Donc Richard Wright aurait pu comprendre, mais ça s'est mal passé. Il finit par corriger le père au lieu de l'admirer. À le tuer d'ailleurs. Enfin, quand on dit le principe oedipien, c'est qu'il faut tuer le père pour qu'on puisse exister. Une petite chose, je connais Julia Wright, la fille de Richard Wright, et il y a 4-5 ans, devant les caméras, elle a expliqué que cette affaire de la brouille entre son père avait été vraiment montée, que ça n'était pas vraiment, qu'ils s'appréciaient beaucoup l'un l'autre, et que, au point que, quand Baldwin a eu des problèmes à Paris financiers, Richard Wright a répondu présent et lui a donné de l'argent. Absolument. Alors, certains spécialistes de James Baldwin concentrent sa pensée autour de l'idée selon laquelle l'œuvre de Baldwin s'est construite autour de la notion de race et de sexualité. Alors parce que bien sûr lui-même noir et homosexuel, mais au-delà de cela, on l'a vu dans le film de Karen, c'est vrai que son œuvre aussi se concentre sur les rapports hommes blancs, femmes blanches, noirs, homosexuels. Est-ce que vous pensez aussi vraiment que cette œuvre, enfin la majeure partie de cette œuvre se concentre vraiment sur ces questions-là, ou une partie de cette œuvre se concentre sur ces questions-là? Oui, d'une certaine partie, mais il faut peut-être remonter toujours à l'origine. Ça veut dire James Baldwin, petit garçon de Harlem, prisonnier d'un quartier, prisonnier d'une image de lui, se détestant, ou du moins ne s'aimant pas, parce qu'il se trouve laid, il se trouve noir, il sait combien peu le noir est considéré dans ce monde, et voulant poursuivre un rêve d'être un grand écrivain, d'être etc. Et passant son temps à essayer de se fuir au départ. Et il a fallu, encore une fois, c'est pourquoi on fait cet hommage à Paris, c'est pour ça aussi. C'est que les années parisiennes de Baldwin sont capitales pour comprendre qu'est devenu Baldwin. Oui. Pourquoi Baldwin est aussi important. Sa quête d'identité, cette quête d'identité et ce retour à lui-même. Parce que c'est chez nous qu'il s'est retrouvé, qu'il a pu enfin pactiser avec le fait d'être un homme noir, d'être un Américain, et de se dire, mince, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a du racisme et que c'est horrible. En France aussi, les Algériens, sont les nègres de la France, et que peut-être que ce côté de bouc émissaire, ce recherche de bouc émissaire est universel. Et une fois qu'il se sera libéré d'ici, d'où le titre de Raoul Peck, je me suis dit, je ne suis pas votre nègre, je ne suis pas un nègre, et donc je peux devenir ce que je veux devenir. Mais il a toujours dit, c'était la clé qu'il me fallait, d'une porte qu'il me fallait ouvrir avant de pouvoir écrire quoi que ce soit d'autre. Absolument. Karen? Mais j'irai encore plus loin dans son passé, dans sa jeunesse. Je crois que c'est l'influence de sa mère, surtout. Elle était... C'était un être extraordinaire, la mère Baldwin, Berdis Baldwin. Et elle a enseigné à son fils dès le début. Elle l'encourageait à lire, elle l'encourageait à s'ouvrir au monde. Et c'est le thème principal pour moi de Baldwin, c'est l'amour. Oui, et c'est grâce à elle. C'est ça qu'elle a communiqué. Et il ne l'a jamais perdu. Et puis, il faut ajouter le détail que j'adore, c'est qu'avant de savoir qu'il était l'Indien chassé comme par Gary Cooper, il a lu assez de livres pour voir ce qu'il avait en commun avec le monde. Il a lu Dostoïevski, il a lu Henry James, il a lu Charles Dickens. Et il a vu que ce qu'on a en commun, c'est la souffrance. Et justement d'être bouc émissaire de plein de choses. Et la race et l'homosexualité, l'idée de l'autre, ce qui s'impose sur nous. Mais ce n'est pas un problème de noir, ce n'est pas un problème même de blanc, c'est un problème d'humanité. Et c'est pas un problème d'homosexualité. C'est vraiment... Baldwin se trouve justement au croisement de pas mal d'interrogations. De l'intersectionnalité. Intersectionnalité avant l'heure, absolument, tu as absolument raison. Et il sent... Ce qui est intéressant avec Baldwin, et encore une fois, j'enlève des mythes. Baldwin l'intelligent, Baldwin le cultivé, oui. Mais Baldwin, avant tout, l'autodidacte. Sa culture était une manière vitale de pouvoir survivre dans ce monde. Il n'a pas fait de grandes études. Il s'est arrêté au baccalauréat. Ça, il faut le savoir. Il n'a pas fait l'université. Ses parents étaient trop pauvres. Il avait une famille trop nombreuse à nourrir. Donc, il a fallu qu'il fasse des petits jobs. Et c'est
ce parcours excellent d'une personne qui descend au fond de lui-même pour comprendre où il est situé, quel est ce monde dans lequel il vit, d'où il vient ce monde et pourquoi tous ces problèmes dont il doit être l'héritier, et est-ce qu'il a le choix de les prendre ou est-ce qu'il peut les modifier pour essayer d'ouvrir le panorama. Et c'est toute cette question vitale de Jimmy le sensible, Jimmy l'extraverti mais introverti, tout cela, eh ben, il s'en sert et en fait, il ne nous assène aucune leçon. Pour voilà. son travail. Il ne nous assène aucune leçon. On participe à son interrogation tout le temps. C'est un questionnement. Alors, tout le temps. On va commencer peut-être par prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Il y a quelqu'un qui peut... Là, Mathilda, il y a un micro ici que tu peux essayer de... Tu prends ? Abdoulaye va le... Merci. Abdoulaye ? Merci. Sauf si vous avez une voix de stentor. Là-bas au fond, tout au fond. Bonjour, voilà, je voulais revenir sur 2 points que nous rappelle l'œuvre de James Baldwin et puis aussi votre film qui est remarquable. Seriez-vous d'accord pour dire que quelque part les États-Unis, malgré la vision romantique qu'on en a, et même lorsqu'on n'est pas anti-américain première, étaient l'autre pays de l'apartheid ? L'autre pays de l'apartheid. Les États-Unis, Malgré, oui. J'ai honte. J'ai un âge assez avancé pour dire que j'étais en France, à Paris, comme étudiante pendant la guerre au Vietnam. J'avais honte. Maintenant, de nouveau, je suis à Paris et j'ai honte. pour un autre, oui. Oui, mais en fait, les États-Unis vivent sur des mythes. Et c'est ce que l'écriture et la Baldwin aussi, de Baldwin nous raconte. Oui. C'est qu'en France, il a déconstruit. Il a vu l'Américain blanc chez nous qui était beaucoup plus enclin à se livrer, à parler loin de chez lui et qui était plus enclin à tendre la main. Il a vu l'Algérien, il a vu l'Africain et il a vu l'Américain noir. Et donc, il a vu... Il disait dans un texte, je me suis rendu compte en France, sur le sol français, au bout d'un certain temps, que j'étais aussi américain que le GI blanc. Et c'est cette américanité qui l'interroge, parce que jusqu'au bout, il pense que l'Amérique est une chance pour le monde. Si elle vit son propre credo et qu'elle ne fait pas semblant de. Voilà. Il dit que le noir et le blanc ont vécu avec une telle proximité les uns des autres sur ce territoire, c'est la première fois au monde, qu'il peut en jaillir quelque chose de magnifique, qui peut être une sorte de leçon pour le monde, pour justement ce métissage. Il dit que l'Amérique n'a jamais été un pays blanc, toujours un pays métis. Depuis la base, les premiers Noirs sont arrivés en même temps, même avant les pèlerins du Mayflower, avec les Espagnols, etc. Il y avait les Indiens avant. Donc ce pays blanc, il a dit, ce qui est horrible, c'est qu'ils ont amené ce vieux principe qui vient de chez nous, et il l'a vu aussi chez nous, en interrogeant la culture française. Qu'est-ce que c'est ? D'où vient ce principe de suprématie blanche ? Et pourquoi l'Amérique s'est donné un mauvais service en l'amenant chez lui ? Parce qu'avant, les Blancs n'étaient pas blancs. Ils étaient italiens, français. Et on dirait que c'est le truc que vous signez aux États-Unis pour être du côté du bon côté du manche. Dominant, oui. Je suis blanc. Blanc, c'est un état d'esprit, disait Baldwin. Noir, c'est une condition. Je suis aussi noir que vous vous considérez comme blanc. Mais pour moi, avant tout, il y a un problème américain. Oui, Karen, tu voulais dire quelque chose ? Plusieurs choses, mais quand je faisais le film, et au début, quand il est mort, et on ne savait pas quel film on allait faire sur un écrivain, que ça allait être un peu ennuyeux, il n'est plus là, ce n'est plus du cinéma vérité, on a des photographes, mais ce que j'ai découvert, tout le monde a fait des archives, enfin plein de films sur lui, et on commençait à le connaître, et ce qui m'a permis de voir dans sa lecture et dans ses images, d'abord la phrase qui est dans le film « As long as you insist on thinking you're white, there's no hope for you. As long as you insist on thinking you're white, I'm going to be forced to think I'm black. » Quelle ouverture d'esprit, cette idée. Pour moi, je n'avais pas pensé à ça. Traduire peut-être en français, aussi longtemps que vous vous sentirez blanc, je continuerai à me sentir noir. Oui, c'était un choc pour moi parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Pourtant, Baldwin m'a donné, et là je suis
fille blanche américaine, j'étais étudiante. Lisa Baldwin, pendant la période de guerre au Vietnam et depuis, m'a permis de questionner ma propre identité et m'a donné des réponses. Et c'est pour ça qu'il s'ouvre à tout le monde. Alors, dans le film que nous venons de voir, nous avons vu donc Amiri Bakara, nous avons vu également... Amiri Bakara. Nous avons vu également Baraka, d'ailleurs, pas Bakara, oui. Baraka. Maya Angelou et bien d'autres écrivains. Amiri Baraka dit ceci. Il dit « Jimmy écrivait, il créait, il parlait, il chantait quel qu'en soit le prix. Il demeurait l'homme, l'esprit. La voix toujours plus forte et toujours plus consciente. Gardons-le dans nos cœurs et dans nos esprits, qu'il fasse à jamais partie de nos âmes noires invincibles. Puissions-nous un jour l'honorer comme il le mérite, si nous voulons enfin déterminer notre sort. » Alors, depuis quelque temps, on redécouvre James Baldwin en France, un peu partout, grâce au film de Raoul Peck, film que nous reverrons ici demain. Est-ce que vous pensez que le temps est enfin advenu de sortir James Baldwin de l'oubli et de le faire connaître et de faire reconnaître son travail et de voir à quel point il est d'actualité et voire même, comme disait Dany Laferrière tout à l'heure, à quel point est-ce que les idées qu'il défendait ont régressé, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis d'ailleurs. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais en fait, Baldwin n'aurait jamais dû quitter les étagères. C'est ça le piège. C'est que, tu me connais, sur 25 ans de Baldwin, je peux vous dire que j'ai l'impression d'avoir un train d'avance sur le monde et d'avoir un allant beaucoup plus optimiste sur le monde. Parce que Baldwin, c'est une conversation constante de lui à nous, de nous à lui, de nous avec nous-mêmes et tout le temps. Et donc cette invitation à nous interroger, à nous travailler, etc. est saine. Et que Baldwin revienne est une très bonne nouvelle pour répondre à ta question. Mais une parente de Baldwin me disait c'est tellement chouette que Baldwin revienne et à la limite c'est tellement dramatique qu'on ait besoin de lui aujourd'hui. C'est ça. Parce que Baldwin, c'est l'annonce de catastrophe qu'il va falloir tous, autant que nous sommes, devoir digérer pour aller plus loin. Et que Baldwin revienne, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons besoin tous d'un terreau commun pour une discussion internationale. Oui, Karen, tu avais quelque chose à dire aussi. Je ne peux pas contredire la preuve que vous êtes dans la salle. C'est que Baldwin est nécessaire. C'est le malheur, c'est le bonheur. C'est aussi l'espoir. Je pense, quand il dit, tu ne peux pas dire aux enfants qu'il n'y a pas d'espoir. Et son grand sourire, comme disait Mathilda, ça rayonne. C'est quelque chose... Il a droit... Ce que j'aime beaucoup chez lui, j'aime surtout chez lui, c'est qu'il a un beau mélange de colère justifiée et d'espoir qu'il justifie. Et on lui demandait, excuse-moi, on lui demandait à la fin de sa vie, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Il disait, comme tu dis, je n'ai pas le luxe de me payer le désespoir. Le désespoir est un luxe d'homme blanc. Oui. C'est exactement ça. Ça veut dire que il vient d'une longue lignée qui, justement, Baldwin, si vous voulez, c'est la personne qui, après Wright, s'est dit, il n'y a pas encore d'histoire noire inscrite dans les livres réellement. Notre histoire est dans la musique. Notre histoire, si on la capte bien dans les gospels, dans les blues, dans les trucs comme ça, on a des morceaux de l'histoire noire, mais l'histoire noire n'a pas été placé, expliqué ou rendu avec toute sa complexité. Il y a toujours des clichés. On aime bien le bon oncle Tom, on a des personnages noirs comme ça dans la littérature à son époque, dans les années 30. Mais on n'a pas encore le noir complexe, qui peut être aussi mauvais que bon, etc. Et donc, il a pris sa part. Mais juste pour terminer, c'est que Baldwin est intéressant parce qu'il y a énormément de phrases fulgurantes de Baldwin. Si vous allez sur le net, il y a énormément de citations de Baldwin. Et vivre avec les citations qui nous parle encore et qui résonnent. Et je voulais vous en lire une parce que c'est exactement l'art de Baldwin. C'est ce genre de phrase qui à la fois me fait mourir de rire, mais qui vous donne, comme on dit en anglais, a food for thought. You know. Les Noirs veulent être traités comme des hommes. Voilà une déclaration parfaitement claire.
en seulement 8 mots. Et des gens qui ont assimilé Kant, Hegel, Shakespeare, Marx, Freud et la Bible trouvent cette déclaration complètement incompréhensible. Elle semble menacer des principes profondément enracinés et à peine conscients. Et une sorte de panique paralyse leurs traits, on les dirait acculés au bord du précipice. Voilà Baldwin, voilà quand vous ouvrez un essai de Baldwin, le genre de phrase sur laquelle vous tombez. Alors, juste avant qu'on ne termine, oui, vas-y Karine, sans plus avant. Juste pour faire référence, quand il a écrit la prochaine fois le feu, le premier essai était son lettre à son neveu, et là-dedans l'avis central qu'il offre à son neveu pour survivre aux États-Unis, pour ne pas se trouver être inférieur, comment agir, c'est savoir d'où tu viens. Et tu l'as dit tout à fait au début de cette séance. Sache d'où tu viens. Sache d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, il n'y a aucune limite à là où tu peux aller. Encore une grande phrase de Baldwin. Donc il y a une partie de notre histoire qu'on essaie d'ignorer, et je parle souvent de mon peuple à moi, et il ne faut pas l'ignorer parce que c'est comme ça qu'on va peu à peu. Alors, Baldwin, alors c'est bien que Baldwin revienne, mais Baldwin a des héritiers aussi. Alors, il y a une question, oui, juste terminée, mais Baldwin a aussi des héritiers. Je vois ce que tu veux dire. dont on parlera tout à l'heure. Et d'ailleurs, je crois que notre dispute préférée. Que l'engouement de Baldwin vient aussi, non pas que du film de Raoul Peck, mais le fait que Ta-Nehisi Coates, avec Between the World and Me, Une colère noire, a été déclaré héritier naturel de Baldwin. Été déclaré par Toni Morrison. Par rien de moins que Toni Morrison, qui a dit qu'elle désespérait qu'il y ait une pensée aussi fine que Baldwin, mais que grâce à Ta-Nehisi Coates, elle pense qu'il y a un avenir et un héritier. Aussi à Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, votre question. Oui, bonjour. En tout cas, merci au collectif. Merci à Samuel, puisqu'on s'était vu à l'adaptation de... Ah oui, c'était à l'adaptation de la pièce Alan Quartet, enfin du roman à Créteil. Donc tu m'avais invité, je suis content d'être là. Et je remercie, et puis merci à Karine pour ce magnifique film qui est très, très émouvant. Et en fait, je reviens sur votre question sur pourquoi Baldwin revient ou pas. Et moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est qu'on voit William Styron témoigner plusieurs fois dans le film. Et bon, pour moi, William Styron, c'est Le choix de Sophie. Donc c'est un film, livre où une femme doit choisir entre ses deux enfants. On veut tuer ses enfants et elle doit choisir entre la fille ou le garçon, lequel elle peut garder, lequel sera sacrifié. Et il me semble que ce genre de dilemme qui est inhumain, c'est ce que vivent les Noirs, en fait, qu'ont vécu les Noirs aux États-Unis. Et j'ai vu une pièce qui s'appelle Mary Prince par Surya Adel, où une femme noire doit préparer ses enfants pour qu'ils soient vendus comme esclaves au marché. En fait, je crois que Baldwin ou William Styron ou d'autres, en fait, ont parlé des fonds de l'humanité, de l'inhumanité, en fait. C'est pas tant des Noirs ou des Blancs dont ils parlent, c'est plutôt jusqu'où l'inhumanité nous a menés et comment revenir pour devenir peut-être des êtres humains. Je pense que, en fait, moi je suis la mère d'un garçon qui est noir, donc, et c'est vrai que je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est qu'être noir et pourquoi, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas être noir ou blanc, c'était être du bon ou du mauvais côté du manche, comme vous dites, être puissant ou pas puissant. Et ce qui s'est passé aux États-Unis à un moment donné, c'est qu'il fallait que des gens soient capitalistes et d'autres produisent gratuitement pour que des gens fassent du capital. Que s'il n'y avait pas eu ce besoin de cumul de capital, c'est-à-dire faire travailler des gens sans les payer, il n'y aurait peut-être pas eu d'esclavage, il y aurait pas... En fait, voilà, c'est juste ça qui me frappe. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, pour finir, pardon, je suis un peu longue, c'est que peut-être Baldwin, en fait, il a juste sa place à côté de Dostoïevski, à côté, bien sûr, de Styron. Qu'il adorait. Voilà, et de ce genre de gens qui sont éternels et qui n'ont ni à revenir, ni à partir. Ils sont là tout le temps pour nous. Bravo. Bien sûr, merci. Merci, ce sera peut-être... Alors, à moins qu'il y ait une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, là-bas. Et oui, vas-y, Karine. Une dernière, très vite, je dirais au sujet de William Styron, il a écrit aussi les Confessions of Nat Turner, et c'est un homme blanc, Styron, qui a écrit au sujet d'un révolutionnaire noir. Il a mis la parole dans la voix de son personnage dans son livre, un blanc qui parle pour un noir. Il y avait beaucoup de gens qui protestaient. Jimmy le défendait
parce que justement, il le voyait dans une grande ligne d'écrivain. Et vous avez vu William Styron dans le film, mais il y a un superbe hommage de William Styron à James Baldwin qu'il a écrit quelques jours après la mort de son ami, parce qu'ils étaient très liés, hein, très. Baldwin, dans les années 70, disait « c'est mon meilleur pote ». Et William Styron était un descendant d'esclavagistes. Et Baldwin était un descendant d'esclaves. Mais quand il a vécu chez William Styron quelques années, dans les années 50, eh bien, ils ont eu des conversations magnifiques d'écrivain à écrivain. Et dans la lettre, dans l'hommage, William Styron rend hommage à Baldwin en disant « Cet homme-là, non seulement je ne verrai jamais une intelligence comme la sienne de mon vivant, mais il m'a appris ce que était notre héritage commun et comment moi je devais aussi porter cet héritage pour dire la vérité, qu'il ne suffisait pas d'être un libéral qui se plaint et qui dise oh le pauvre noir, non, le pauvre blanc aussi d'avoir eu des esclaves dans sa famille. Mais si on va plus loin, on a un terreau commun enfin. Je veux terminer vraiment sur cette idée, pour nos enfants, pour l'avenir du monde, il faut trouver des terreaux communs. Il ne faut pas faire des oppositions, mais des terreaux communs. Alors, on va entendre la question de la dame. Oui, c'est pas vraiment une question en fait. Je suis là un peu par hasard. Je suis venue de Belgique pour voir un spectacle que j'ai vu hier soir à la Tempête qui s'appelle Flamme. Oui. Et voilà, je voulais le dire parce que ça résonne très fort avec ce que je connaissais, j'ai lu James Baldwin, mais avec ce que je découvre, par contre, bravo pour votre film, je ne le connaissais pas. Et merci. Et je vous conseille, voilà, je voulais le dire parce que ça résonne tellement fort, ce spectacle qui met en scène 10 femmes, dont issues de quartiers sensibles, dont 8 sont d'origine africaine. Et c'est formidable de justesse. Et c'est très important d'avoir donné tant de place à des femmes, pour une fois. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut conclure. On va conclure, donc voilà, et je te laisse la parole pour la suite. Applaudissons Éléonore Bassop, qui sera aussi là demain. Un écrivain aussi très, très admirable. Karen Thorson, voilà. Réalisatrice, qui sera aussi là demain. Doug Dempsey. C'est mon mari, producteur. mon coproducteur, mon co-scénariste. On a voyagé ensemble grâce à Jimmy. Je remercie à nouveau toute l'équipe. Et Tejane et Jasumina. Toute l'équipe. Et nous allons tout de suite passer à une scène de la première pièce de James Baldwin, Le Coin des Amen. Et ensuite, vous aurez le rappeur Rossé. Et on se dira au revoir. Le temps que les éléments de la pièce soient placés, laissez-moi vous remettre la pièce, le passage de cette pièce qu'on a eu le bonheur de créer il y a 10 ans avec le collectif, première production française de The Amen Corner. Une pièce que l'académicienne Marguerite Yourcenar a tenu à traduire dans les années 80. Une pièce blues, une pièce gospel qui raconte la vie d'une église noire tenue de main de fer par la pastoresse Sœur Margaret, qui s'est fermée à l'amour, qui s'est fermée au plaisir de la vie et qui essaye d'aligner toute sa paroisse sur ce même credo. On arrive au début de la pièce, Sœur Margaret prêche et peu après, on va voir sa congrégation en train d'intriguer. Et tout au long de la pièce, on va voir des intrigues pour essayer de chasser cette femme hors de son église. Elle est accompagnée au prêche par un fils qui a des velléités de joueur de jazz, mais qui fait du gospel et qui, en secret, va jouer du jazz dehors. Pourquoi ? Parce que le père de cet enfant, ce père qu'il n'a pas connu, est un joueur de jazz. Ce père qui est censé avoir quitté Sœur Margaret va revenir au début de l'acte 1, parce qu'il, comme on dit dans Harlem, il s'en va de la poitrine, il a la tuberculose, il veut revoir son fils pour la dernière fois. Il va être alité dans la maison de Margaret et les secrets vont jaillir. Et ces secrets-là vont libérer le jeune David, qui a toujours cru que son père les avait abandonnés. Et il va avoir une discussion avec son père sur la place de la musique, etc. Et donc le fils va oser, et c'est la scène que vous allez voir, qui finit quasiment la pièce,
affronter pour la dernière fois sa mère et quitter le foyer. Pour cette scène, nous avons l'honneur d'avoir la créatrice du rôle, Gladys Arnaud, actrice martiniquaise. Et un acteur aussi fabuleux, Adrien Édouard, martiniquais également. Amen. Amen. Que signifie le mot Amen? Amen signifie que ta volonté soit faite. Amen signifie ainsi soit-il. J'ai été debout tout ce matin à prier et je n'ai pas pu dire Amen. Où avez-vous été jusqu'à cette heure-ci du matin, David? J'ai rendu visite à des amis et il était tard. Plus tard que je le pensais, j'ai passé la nuit chez eux. Comment ne vous êtes-vous pas rendu compte qu'il était si tard? Je ne sais pas. Nous causions. Vous causiez? Et de quoi causiez-vous, David? Vous piez le whisky! Ce n'est pas ça qui arrange rien, maman. Et c'est pour ça que je me suis escaltée pendant tant d'années. Des années si dures. C'est pour ça que j'ai porté des seaux d'eau sales et frotté des parquets et mangé des restes et que je me suis repu d'amertume. Pour ça. Pour que vous puissiez rentrer par ce jour du bon Dieu, puant le whisky et plein d'odeurs de je ne sais quelle sale petite putain noire. J'aimerais mieux que vous soyez mort dans mon ventre. Si c'est pour ça que je me suis esquintée tant d'années. Je vous en prie, maman, je vous en prie. Levez la tête et regardez-moi en face. Êtes-vous trop saoul pour faire ça? Ou bien est-ce la honte? Vous devriez avoir honte. Maman, j'aurais tout donné au monde pour que ça ne se produise pas de cette façon-là. Est-ce qu'ils ont braqué un revolver sur vous pour vous forcer à boire? Ou bien est-ce qu'ils vous ont enchaîné pour vous verser le whisky dans la gorge? Non, non, personne n'avait de revolver. Il n'y avait pas de chaîne non plus. Un type a dit, allons chercher des boissons. Alors chacun y a mis du sien et je suis allé acheter le whisky au débit de boisson et nous l'avons bu. David, je ne suis pas encore une vieille femme. Je sais que les jeunes gens sont assaillis par des tentations terribles. Est-ce que vous aviez fait ça parce que vous aviez peur qu'on se moque de vous? Non. Est-ce que c'était à cause d'une fille? Non. Est-ce que c'était votre papa qui vous y a poussé? Est-ce qu'on vous a fait croire qu'on est davantage homme quand on boit? Ah non, je ne pense pas que vous puissiez blâmer ça sur papa. Alors pourquoi, David? Quand je me suis donné tant de mal pour vous élever comme il faut, pourquoi avez-vous voulu me faire du mal avec ça? Mais je n'ai pas voulu vous faire du mal, maman. Mais il y a longtemps que ça se préparait. Maman, je ne peux plus jouer du piano à l'église. C'est à cause de votre papa. C'est votre papa qui vous a mis toutes ces sottises dans la tête. Papa n'a pas été très longtemps avec nous, maman. Je ne lui ai parlé qu'une fois depuis qu'il est ici. Et cette fois-là, il vous a tout raconté de sa belle vie de musicien de jazz. La vie qu'il a menée à se crever sur un trombone. Oh non, ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Ce n'est pas vraiment ce dont nous avons parlé ensemble. Alors de quoi? Eh bien, nous avons parlé de vous. Et de combien il a souffert de votre absence. David, pourquoi ne ressentez-vous plus que vous ressentiez autrefois? Et qu'est-ce qui vous a quitté? Le Saint-Esprit? Mais je ne sais pas, maman. C'est vide ici. Ne pouvez-vous pas prier? Pourquoi ne priez-vous pas? Priez! Si vous priez très fort, il reviendra. Le Saint-Esprit reviendra. Il reviendra sur ses ailes célestes, David, et il remplira cet espace vide. Il vous rendra le cœur de chanter. Chantez de nouveau. Il reviendra et il vous remplira de son feu terrible, David.
David. Et il brûlera toute cette folie, tous ces rêves idiots qui vous remplissent le cœur. Oh, David, David, priez pour que le Saint-Esprit revienne, pour que le don de Dieu vous revienne. Maman, si quelqu'un ne se sent pas disposé à le faire, il ne peut pas le faire. Je suis plus âgée que vous, David. Je suis allée au fond, moi aussi. J'ai su qu'il n'y a de sécurité nulle part au monde si vous ne restez pas près de Dieu. Mais que croyez-vous que le monde là-bas puisse vous faire, sinon vous briser le cœur? Je me souviens qu'il y avait chez nous, dans le sud, des garçons tout comme vous, David. Il y a bien longtemps de ça. Et j'ai vu ce qui leur est arrivé. Je les ai vus tomber, David, tout en bas. C'étaient de beaux garçons, fiers comme de beaux poulains. Il y a là-bas des garçons qui ont été tout comme vous, David, et qui sont maintenant dans des gangs de forçats à construire des routes et à casser des pierres. Et puis jamais de la vie ils relèveront la tête. Il y a des garçons comme vous, partout dans cette ville, plein les bars et debout dans les rues, ou dans des coins sombres, s'entretuant au couteau ou à la drogue ou au whisky. Vous ne vous imaginez pas que j'ai vécu toutes ces années sans savoir ce qui se passe. C'étaient de beaux, solides garçons. Et maintenant, ils sont perdus, sans même savoir comment ça s'est fait. Oh oui, de beaux jeunes gens. Et maintenant, il y en a qui sont morts. Et d'autres qui sont morts bien qu'encore en vie. Croyez-vous que je veuille voir ça vous arriver? Croyez-vous que je veuille vous voir un jour couché là où votre père est couché? Bien sûr, il n'écoutera pas. Les jeunes gens n'écoutent jamais. Ils foncent en avant tête baissée et s'imaginent qu'il n'y a rien de trop beau pour eux. Et quand ils comprennent, il est trop tard. Et si je vous écoutais, que se passerait-il? Que pensez-vous qu'il se passerait si je vous écoutais? Vous voulez que je reste ici, à prendre de l'âge, chaque jour un peu plus, à tomber malade et à voyir? Vous croyez que je désire voyir, maman? Vous ne savez pas comme ça me déchire d'avoir tout le temps à vous mentir. Oui, je vous ai menti, maman, et depuis longtemps. Et je ne veux plus vous dire de mensonges. Je ne veux plus me sentir si malheureux. Je préfère aller me traîner dans ces rues dont vous parlez, comme celle-ci juste à la porte, pour trouver quelque chose qui m'aide à oublier et à vous cacher ce que je ressens. Maman, je veux être un homme. Il est temps que vous me laissiez être un homme. Vous devez me laisser partir. Si je restais ici, ça tournerait plus mal pour moi que pour papa. Parce que je ne ferais pas ce que je sais que je dois faire. Que je dois faire. Je vous ai vu vivre. Et maintenant, je vois papa. Et je vous aime. Je vous aime tous les deux. Mais j'ai mon travail à moi à faire. Quelque chose qui se passe dans le monde de là-bas. Je dois partir. Je sais que vous pensez que je ne me rends pas compte. Mais il y a des choses que je commence à comprendre. Chaque fois que je joue, chaque fois que j'écoute de la musique, je vois le visage de papa et le vôtre et encore tant d'autres figures. Mais qui va pouvoir parler pour tout ça, maman? Qui va parler pour nous autres tous? Ça se peut que je puisse dire quelque chose un jour. Ça se peut que je puisse dire quelque chose en musique qui n'a jamais été dit. Maman, vous saviez que ce jour viendrait. Je suppose que je me suis cru Josué et que j'étais capable d'arrêter le soleil. Maman, je quitte la maison ce soir. J'ai énormément à faire aujourd'hui. Je ne peux pas rester plus longtemps. Je vous verrai avant de partir. David? Oui, maman. Vous ne voulez pas manger quelque chose? Non, je n'ai pas faim pour le moment.
Eh bien, le voilà parti. Je me demande à quoi ça sert d'aimer un homme et d'élever un enfant. J'ai dû faire une fois quelque chose de mal. Mon mari est couché là, mourant, et mon fils est parti là-bas dans le vaste monde. Mais qu'est-ce que je puis leur prêcher? Comment prêcher quand je ne peux même pas prier? Pendant toutes ces années, j'ai prié aussi fort que je l'ai pu. J'ai demandé au Seigneur de me prendre par la main. Je ne m'attendais pas à ce que le monde aille jamais se lever contre moi pour me faire du mal. J'ai tâché de mettre mon bonheur dans le ciel, là où personne pourrait venir me le prendre et me laisser toute seule sans lui. Et pendant toutes ces années, le monde n'a rien fait que m'attendre pour me faire du mal. M'attendre comme au coin de la rue. Et toute ma vie est là. Comme si je n'étais jamais allée nulle part. C'est terrible à penser que l'amour ne meurt jamais. La seule chose que ma mère aurait dû m'apprendre, c'est que la vie des femmes est une longue lutte contre les hommes. Rien de plus. Et même le Seigneur, faut croire. C'est rien de plus qu'un homme, lui aussi. Et le plus impossible de tous. Voilà. Voilà. C'est une des scènes de cette extraordinaire pièce qui est Le Coin des Amen. James Baldwin a fait en fait 2 pièces, quasiment 3, mais 2 pièces. Le Coin des Amen en 54, Blues for Mr. Charlie en 64, et il travaillait sur une pièce avant de mourir, The Welcome Table, qui parlait d'une histoire qui se passait à Saint-Paul-de-Vence. Il a pu terminer 2 actes et un jour, j'espère qu'on pourra lire cette pièce inédite. Donc maintenant, j'aimerais vraiment vous présenter un ami, un rappeur, un maître des mots, lui aussi, et qui va conclure cette soirée. Je vous rappelle qu'il y a des exemplaires de Baldwin à la librairie et le DVD d'I Am Not Your Negro qui vient de sortir, juste à la librairie. Pour ceux qui seront encore là demain, je vous dis à demain. Et puis les autres peuvent nous suivre sur le... Excuse-moi ? Oui, alors, c'est une bonne question et je vais y répondre tout de suite. Non, j'allais y répondre en plus, c'est vrai. Donc, I Am Not Your Negro demain. Retrouvez-nous. Les autres, retrouvez-nous sur le site internet. La suite du collectif, c'est quoi ? C'est que cette année qui est anniversaire, qui ira jusqu'à l'année prochaine, nous allons faire des modules d'accompagnement d'une exposition itinérante avec débat. Une exposition, des artistes nous ont envoyé des œuvres sur Baldwin que, avec l'ambassade américaine, nous allons balader un peu partout dans la France et nous présenterons ce film auprès des jeunes, auprès du public, avec débat. Et de son côté, Karen fait la même chose, elle, dans son James Baldwin Project, depuis des années déjà. Ils font tout un cursus universitaire et scolaire en accompagnant ce film et en
présentant le film à la nouvelle génération qui ne connaît pas Baldwin. Vous pouvez aller voir son site, jamesbaldwinproject.com. .org. Et le nôtre collectif baldwin.fr. Je vous présente tout de suite Rossé qui conclura la soirée. Merci. Merci Samuel. Bonjour tout le monde. Je voulais te parler, Samuel, en off, mais j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Je voulais être sûr d'une info, mais je vais m'afficher si elle est pas bonne, c'est pas grave. C'est effectivement moi, alors c'est Samuel qui m'a fait découvrir James Baldwin. Je connaissais de nom, hein, comme tout le monde, j'avais certainement acheté un livre. Vu qu'on est dans la société de consommation, qu'on achète un truc, on croit qu'on l'a lu, on l'a. Et bon... voilà, moi je suis comme ça, hein, je me dis mais je l'ai, c'est pas pour ça que je l'ai lu et que je connais, mais bon effectivement du coup à l'époque j'ai lu, puis c'était ça date maintenant, je pense que ça fait plus de 10 ans, c'était vers les émeutes, c'était à l'époque il y a les émeutes de 2005, c'était avant que je sorte un de mes projets. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce documentaire dont vous avez parlé à un moment, dans lequel James Baldwin, ce documentaire que j'ai perdu, que tu m'avais prêté, et qui était sous-titré en français, où je t'ai dit ce truc-là, il faut qu'il soit en français, il faut que les gens le voient. Où effectivement James Baldwin dit, quand il parle des jeunes, il dit mais vous savez les enfants, quand on ment à des enfants, ils le voient, ils le savent, ils le sentent. Ça sert à rien de mentir à des enfants. Et notre société, on est une société. Alors je traduis à ma manière parce que je connais pas par cœur ce qu'il a dit, mais en gros ce qu'il disait c'est si on est dans une société qui n'a pas de projet et qui a des faux projets sur lesquels elle ment à des enfants, vous étonnez pas que ces enfants cassent cette société pour en construire une, au moins qu'ils arrivent dans une société qu'ils peuvent construire. Nous on a des mots, on comprend qu'il faille déconstruire les choses. Eux, on peut pas, il y a pas à leur en vouloir de vouloir casser les choses. Et moi, en fait, ce truc-là, ça tombait en plein dans les émeutes. D'ailleurs, c'est un mauvais mot, faudrait dire les révoltes. Ça a tombé sur des révoltes de 2005 où ça m'a donné des réponses, ça a donné des arguments, ça a donné des mots. Voilà, pour répondre à des gens, pour donner, on va dire, des justifications en fait à des choses qui se passent. Et ce truc-là, je me suis dit, mais ce documentaire-là, qui apparemment est rare, c'est une cassette qu'en plus j'ai égarée. Mais ce truc-là, ben voilà, faudrait qu'il soit en français, faudrait qu'il soit traduit, faudrait le faire passer un peu partout parce que il y a Bourdieu aussi qui avait commencé à penser ce genre de truc. Baldwin, il avait les mots clairs, justes, précis pour le dire, et c'est ça que j'ai trouvé assez beau. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Merci. Et puis, en musique, hein, on peut y aller, Anthony. 1, 2, 1, 2. Si tu peux un petit peu baisser la musique, merci. Mec, n'aie crainte, mes rimes sont simples, intenses. Écoute le son, l'empreinte, j'esquinte des anses. Je te lance juste l'histoire, à toi de comprendre la feinte. L'Algérie, mon enfance, puis aller simple Air France. Partir pour le moderne, ceux qui gouvernent, dont on se dit trop tard que c'est ceux qui nous bernent. Occident, un nouveau monde, assis dans chaise trop longue, dissident. Du reste, tout trop d'incidents fécondes. Exporte ton moderne, même si ça leur sert pas. Un jour, faut bien qu'ils s'en servent, qu'ils n'aiment ou n'aiment pas. Perte de culture, c'est dommage, ça crée des dommages. Voir des jeans chez des nomades, et c'est pour quand l'orage. Alors ils taffent davantage vers ton image, mais n'en voit que des mirages. Je veux qu'ils sachent davantage, s'ils voient au loin une médaille, que d'ici y a qu'une grosse tache cachée par les nuages. Moi, j'ai mes échos du désert, ils me disent que comme JR, certains portent chapeau bottes, Dallas en soft moins cher. Ils vivent ton univers dans leur univers sur leur terre, pas dans l'imaginaire ici. Je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. D'ici on voit tout, mais d'hier on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. D'ici on voit tout, mais d'hier on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue. C'est toi t'écouteront ces terroristes dans l'univers des boss. Un style net et technique mais un ton bien féroce. Je croyais qu'ici c'était le moteur, les roues du carrosse. C'est juste le fouet et les bottes pour quand les choses se forcent, j'avoue. J'ai été bien guidé, des parents, l'école, une cité. Mais je prends le goût à la cité dès l'enfance partout. Je vois l'absence de sens, le non-sens, l'inconscience, l'absence de confiance, conséquence du coup. Petit on est des brouillards, même si pantouflards, les yeux ouverts, sans foulard, sans mur, sans brouillard. Ceci dit, on aime les zonards, aujourd'hui taulards, les héros du squark, les adultes traités de connards. Mes doigts côtoyer mes billes, là ils côtoient mon bic. Veulent côtoyer les billets et les filles dans une vie sans risque. Mes potes côtoyer la vie, ils esquivent les flics. Font de la nuit comme un trafic, font de la drogue un trafic, ils appliquent juste les règles du monde qu'il y a sous ton monde. Je te parle du monde qui gronde quand du tien les problèmes tombent. C'est pas le même pouvoir, donc pas les mêmes devoirs, donc pas les mêmes devoirs ici qui nous inondent. Pourtant les mêmes lois logiquement, les mêmes droits forcément. Avec un boulet au pied on n'a pas le même poids. Alors on veut s'alléger, s'adapter. L'homme a le devoir de faire ce qui est en son pouvoir pour s'élever
s'élever et moi, faut que j'esquive le moteur, l'engrenage, la roue. C'est qu'il sert de fouet et botte pour tuer mon crew. D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Y a un vécu à défendre, y a une vision à répandre, et de nous vers eux, une étiquette à leur rendre. Alors je m'efforce d'apprendre, rentrer dans leur monde, parler un langage soutenu qui soutiendrait ma bande. La haine comme motivation, la haine. On parle un langage soutenu. Même si on vit dans l'autre rang, mais passons. Faut vivre avec son temps. Pour vivre, faut de l'argent. L'argent vient souvent quand le côté revendication est absent. Attends, tu pars trop vite vers ces gens et ils se moquent de ton banlieusard accent. Par contre, ils troquent ton savoir. Ils aiment tes speeches, n'aiment pas tes mimiques, mais envient tes tripes. Ils rient de ta volonté, ton courage typique, ça t'irrite. Mais tu crois en la reconnaissance et vois le fric. Toi, tu voulais refaire le monde. Je te vois refaire ta vie. C'est bien, c'est normal et il en est ainsi. Mais tout ce que tu leur ramènes, c'est remanié, retranscrit. Et c'est tes ennemis qui l'apprécient. Tu croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Merci. Merci, tu peux couper, hein. Merci. Ok, besoin d'oxygène. Dans ce monde où la culture est raciste, misogyne, capitaliste, insupportable, où qu'il est si difficile de la respirer, toujours à la recherche d'oxygène. 1, 2, essai, je sais plus quoi penser. Laisse le doute planer sans le faire basculer. Je manque d'oxygène, tu sais. Mon ventre est lourd serré et ma haine reste feutrée. Feutrée par l'hypocrisie qui nous entoure. Tant de clichés du ciné à l'artistique alentour. Tout est dit, même son discours. Les clichés laissent figer et sur certains pèsent si lourd. J'ai croisé le roi lion dans sa savane. Et il n'y a que le singe qui a l'accent africain. J'ai croisé Shrek et son âne. C'est l'âne qui a l'accent antillais. Je garde ça dans l'âme si bien que dans ma tête la savane est en feu. J'ai besoin d'oxygène, mais les brindilles en flammes font feu d'artifice de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous mènent au devant de la scène et puis qui nous saignent. Besoin d'oxygène, comme les caricatures que l'incendie réveille. Les artistes en selle se moquent et nous dépeignent. C'est leur seul requiem car sont plus proches du pont des arts que de l'art. L'art en lui-même, on intériorise plus vite leur récit que nous prenons le temps de combattre la connerie. C'est que la connerie habite nos télés, nos cinés, nos radios et investit trop d'esprit. Ce marché me dérange, y en a qui le défendent. Le X et que seul eux finissent ensemble. Le X et que seul eux finissent ensemble et dans leur ronde nous montrent qu'on n'est pas du même monde. Je manque d'oxygène, tu sais. Mon ventre est lourd serré et ma haine feutrée. Un de concret, j'ai creusé le doute et c'est quoi penser. Les artistes sont tièdes et ont besoin d'être cons pour réchauffer leur création. Si les anciens savaient ce que nous foutons de leur liberté d'expression, n'en aurait pas sué comme d'un marathon au fond. L'intégration n'est qu'humiliation pour faire rire la salle. Vos rires de beauf sont des balles et vos moqueries les rafales. Alors pourquoi s'étonnerait-on d'un repli communautaire en aval? Je huilerai les marches de Cannes, leur ferai avaler leur vanne. La France ne demande qu'à être aimée mais aime voir sa progéniture en singe, en âne. On bouffon, exorciste, débile, tapeur. Troufion, objet exotique, sportif, rappeur. Faut résister dans notre malheur, changer d'art ou changer de spectateur. Ça fait partie du patrimoine, tu sais. Tant de clichés si bien figés, c'est pas neuf. C'est ça qui fait tant de succès. Un noir, un maghrébin et puis un gun. Et loin de là, ils se pavanent sur la cité. Font un zoo de nos manœuvres et nous en abreuvent. Sur un fond sonore rap bien rythmé, mais bien loin du burn Hollywood burn. C'est fou comme la culture est raciste. De droite et de gauche sont dans les mêmes blagues. Parce que la culture est impérialiste. Tout ce que ça arrange creuse dans le même sable. Tu comprendras aisément que les gens typés y a une gêne. Cours se montrer tels qu'on les vend, tels qu'on les craint, qu'on les aime. Cours vers les miettes d'une fortune créée sur leur épiderme. Ou bien sature et recherche de l'oxygène. Merci. Merci beaucoup. Rossé, grand artiste, allez voir ses disques, il en prépare un et j'aimerais qu'il vous en parle parce qu'on est ici dans le musée de l'homme et que son projet va faire un tabac. Raconte-nous, il est génial. Ok, bon, c'est un disque, c'est pas moi, c'est pas un disque où je rappe, c'est pour le coup, je me mets à la place du producteur de disque, du directeur artistique, où en gros, c'est un projet, ça fait des années que je suis dessus, c'est un peu un projet de recherche en fait, qui s'appelle Par les damnés de la Terre. Donc c'est la voix des damnés de la Terre. On va dire, il y a un dicton qui dit, voilà, si le lion avait son historien, on connaîtrait l'histoire des lions et pas seulement l'histoire du chasseur. C'est un peu ça que j'ai voulu faire, ça veut dire chercher la voix des nénés. Dans, on va dire, toute la francophonie, même si j'aime pas spécialement ce mot, mais tous les pays qui ont eu un lien avec la France, donc un lien colonial,
Donc je suis allé chercher des morceaux de musique en français des années 60 aux années 80, Maghreb, Afrique, Caraïbes, et aussi en France, dans ces années entre 60 et 80, donc il y a eu beaucoup de luttes ouvrières, etc. Et donc, on va dire que c'est un projet qui regroupe, il y a à peu près 20 morceaux, qui regroupe énormément de pays, avec du coup des thèmes. Bon, je découvre les thèmes en découvrant les morceaux, donc qui sont énormément des thèmes de l'exil, du colonialisme, des libérations, des luttes ouvrières. Et en fait, ce projet-là, je me rends compte en le faisant, en le créant et en découvrant donc ces artistes qui beaucoup sont décédés, d'autres n'ont jamais connu le succès, etc. Donc il a fallu que j'aille découvrir d'abord les morceaux, ensuite les familles des gens pour avoir les autorisations, etc. Donc à chaque fois c'est plein d'histoires très intéressantes, et c'est, on va dire, les histoires au pluriel que l'histoire officielle ne nous raconte pas à travers ce projet. Et donc c'est un projet de disque, mais qui devient aussi un projet de documentaire, parce que au final, moi qui fais beaucoup d'ateliers d'écriture dans les collèges, je me rends compte que le manque d'identification et ce manque de transmission, au final, la voix des aînés, la voix de nos aînés, au final, n'a jamais été transmise, et c'est une manière de la transmettre à travers la musique. Voilà le projet. Je veux saluer aussi Tejane Karefa Smart, le neveu de Jimmy, qui est notre voisin dans le 14e et qui s'est déplacé. Lève-toi, qu'on te voit. Il représente la famille. Il représente la famille. Voilà, je vous salue bien bas, et à demain pour certains et à très vite pour d'autres. Merci.